Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Somalie a de nouveau été le théâtre d'une attaque meurtrière. Un attentat à la voiture piégée a secoué la capitale, Mogadiscio, ce jeudi 25 novembre. L'explosion a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Le Burundi n'est pas exempt de toute sanction de la part de la communauté internationale. Si les sanctions américaines ont récemment été levées, l'Union européenne a annoncé leur maintien pour 1 an de plus. Explication à suivre dans cette édition. Et le continent africain accueillera pour la première fois depuis leur création les Jeux olympiques de la jeunesse. L'événement se tiendra à Dakar en 2026. Le Sénégal travaille à pied d'œuvre pour accueillir ce grand rendez-vous sportif international. Mais tout d'abord, l'Union africaine s'engage pleinement contre les violences faites aux femmes. Plusieurs chefs d'État étaient réunis ce jeudi 25 novembre à Kinshasa à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Les présidents rwandais Paul Kagame, congolais Denis Sassou Nguesso, ghanéen Nana Akufo-Addo, togolais Fornia Sigbe et sénégalais Macky Sall ont tous été conviés par le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Ensemble, ils ont lancé une campagne de masculinité positive pour s'engager et lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes et filles dans leurs pays respectifs. Nouveau drame en Somalie, un attentat à la voiture piégée perpétré ce jeudi 25 novembre dans la capitale. Mogadiscio a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. L'acte a été revendiqué par le groupe djihadiste des Chebab, selon les services de sécurité. Il s'agit de la 3e attaque à la voiture piégée en quelques semaines. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. Des habitants sous le choc. En Somalie, une explosion s'est produite ce jeudi 25 novembre dans la capitale Mogadiscio. Cet incident, perpétré à proximité du carrefour K4 aux alentours de 7h30, a causé des dommages matériels considérables. Établissements scolaires et véhicules en ont fait les frais, mais le bilan est aussi humain. Les victimes sont essentiellement des civils. 8 civils sont décédés dans l'explosion qui s'est produite près de l'école. Certaines salles de classe ont été détruites. Vous pouvez voir que d'autres établissements, mais aussi des bus ont également été endommagés. Un attentat à la voiture piégée revendiqué par les Chebab. Le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda sème régulièrement la terreur au sein de la capitale. Les Chebab disent avoir pris pour cible des entraîneurs militaires. De leur côté, des témoins précisent que l'explosion s'est produite au moment du passage d'un convoi de la mission de l'Union africaine en Somalie. Quand les écoles et les lieux d'apprentissage sont aussi touchés, c'est une véritable tragédie. Élèves et enseignants sont à présent confrontés à des blessures non seulement physiques mais aussi psychologiques. Bien qu'affaiblis depuis 2011, année où ils ont été chassés de Mogadiscio, les Chebab profitent de l'instabilité politique du pays pour semer le chaos. En septembre dernier, ils avaient également revendiqué l'attaque à la voiture piégée perpétrée à environ 1 km de Villa Somalia, le palais présidentiel. Également dans l'actualité, c'est une décision qui a pris tout le monde de court. Le Maroc a annoncé ce jeudi 25 novembre la suspension des vols en provenance de France. Une mesure qui devait initialement entrer en vigueur ce vendredi soir, mais qui a été décalée à dimanche 28 novembre au soir. Le Maroc justifie cette décision par une volonté de se protéger face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays européens, alors que la France traverse actuellement une nouvelle vague de contamination. Cette suspension est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Le Burundi n'est pas totalement libre de toute sanction. Contrairement aux États-Unis, l'Union européenne a décidé de maintenir les sanctions imposées suite à la spirale de violence que le pays a connue en 2015. Ces sanctions sont maintenues pour 1 an de plus. Alors comment expliquer une telle décision? Élément de réponse avec Samantha Saberou Saboubanga.
L'Union européenne maintient la pression sur le Burundi. L'organisation a renouvelé ses sanctions économiques imposées au Burundi depuis 2015 sous l'ancien président Pierre Nkurunziza jusqu'à octobre 2022. Il s'agit des restrictions de déplacement et de gel d'avoirs ainsi que la suspension de toute aide directe de l'organisation au gouvernement burundais. Un document signé par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a révélé l'information. Évidemment, on parle d'avancée dans les discours, mais tout le monde ne pense pas la même chose. Beaucoup de rapports parlent encore de violation des droits de l'homme, d'arrestation, de disparition forcée, d'un taux de viol assez poussé. On a encore des centaines de milliers de réfugiés qui ne peuvent pas rentrer ou qui ne veulent pas rentrer, soit en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en RDC. Cela fait que certains membres finalement de la société civile sont satisfaits de cette décision. Pourquoi ? Les personnes qui sont citées dans les crimes ne sont pas encore jugées. Les sanctions de l'Union européenne contre le Burundi ont été prises en raison des violations des droits de l'homme commises dans le pays en avril 2015 sous les premières manifestations contre la réélection de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Les États-Unis sont peut-être dans une lecture différente qui est plutôt géopolitique avec les nouvelles influences de nouveaux pays comme la Chine et la Russie qui sont finalement en compétition avec les anciens pays de l'Ouest, entre guillemets, qui avaient une influence sur la région, tandis que l'Union européenne, elle reste, puisqu'elle est redevable plus ou moins de son Parlement, elle reste finalement sur ses principes de droits humains, ses principes de respect d'un minimum de règles démocratiques qui ne sont pas encore rétablis. Ni les accords d'Arusha, ni les libertés d'expression et la liberté de la presse ne sont pas revenus depuis le troisième mandat de 2015. Tout cela explique qu'il y ait une contradiction entre les deux. Le renouvellement de ces sanctions de l'Union européenne intervient au moment où le président américain Joe Biden a annoncé jeudi 18 novembre lever ses sanctions contre le Burundi, saluant une embellie depuis l'élection à la présidence d'Evariste Ndayishimiye. Les compagnies aériennes du Kenya et de l'Afrique du Sud vont désormais travailler ensemble. Un nouveau cadre de partenariat stratégique a été signé le 24 novembre en présence des autorités des deux pays. Le but, améliorer la viabilité financière des deux compagnies aériennes et créer un groupe intra-africain d'ici 2023. Le point avec Aïssatou Bari. Créer une compagnie aérienne panafricaine en 2023, c'est l'ambition des autorités kenyanes et sud-africaines, matérialisée par la signature d'un nouveau cadre de partenariat stratégique en marge de la visite du président kenyan Uhuru Kenyatta en Afrique du Sud. Ce partenariat s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ce partenariat permettra d'améliorer la viabilité financière des deux compagnies aériennes en créant la connexion de transport aérien la plus formidable d'Afrique en bénéficiant d'au moins 2 hubs attractifs à Johannesburg et à Nairobi. Cela enflammera les circuits touristiques du Kenya et de l'Afrique du Sud qui représentent une part importante du PIB des pays respectifs. Le partenariat vise à réorganiser les actifs des deux compagnies en un écosystème qui rendra le secteur de l'aviation sud-africain et kenyan plus compétitif, toutes deux en difficulté financière. Kenya Airways a perdu 329,6 millions de dollars fin 2020. Renfloué à plus d'1 milliard de dollars, South African Airways n'a pas réalisé de profit depuis 2011. Il faut voir en ce partenariat d'abord le rapprochement de deux économies majeures d'Afrique, mais également, ma foi, c'est une tentative pour les deux compagnies de se relever après la crise sanitaire. C'est vrai qu'au-delà des retombées en termes d'augmentation des échanges commerciaux, il est attendu de cette joint venture une amélioration de l'offre aux passagers. Kenya Airways et South African Airways comptent sur ce partenariat pour se relever. Objectif : augmenter le trafic de passagers, les opportunités de fret et le commerce en général, en tirant parti des atouts de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Afrique. Le Sénégal est pleinement engagé dans la réalisation de ses objectifs de développement durable, une réalisation qui passe par le plan Sénégal émergent, mais aussi par des collaborations avec des groupes industriels tels que l'entreprise de BTP Eiffage Sénégal. Cette dernière participe à la préservation du patrimoine historique du Sénégal. Plus de détails avec Philomène Tine. Aux côtés de la direction du patrimoine du Sénégal, Eiffage Sénégal a participé à de nombreuses actions dans le cadre de la défense, la conservation et la mise en valeur de la préservation du patrimoine historique bâti. L'entreprise a ainsi procédé à la réfection, à la restauration et à la réhabilitation de certains sites historiques au Sénégal. Les édifices publics
c'est un patrimoine local. Donc c'est ce qui nous anime surtout pour qu'on évite la dégradation de ce patrimoine. Et à chaque fois que l'État lance un appel d'offres dans ce sens, nous sommes les premiers à répondre présent. Ça, c'est au niveau de notre objectif. Le deuxième point, c'est que aussi, on est assez outillé en termes de moyens humains et financiers pour pouvoir réaliser ces travaux. Les engagements et orientations du groupe FH Sénégal sont également en lien avec les objectifs de développement durable. L'entreprise met en œuvre des projets visant à réduire les impacts négatifs environnementaux résultant de ces activités. C'est un domaine à l'heure actuelle qui interpelle toute la population plus ou moins mondiale, même pas sénégalaise simplement. Et nous, on est en train de nous mobiliser au niveau des FH pour que le personnel soit sensibilisé par rapport à ce défi, qui est un défi international. Donc, nous nous employons tout le temps à faire un plaidoyer pour le bas carbone. FH Sénégal prône entre autres la réalisation et la promotion des actions économes en énergie et respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi la société essaie de contribuer à la mise en œuvre des orientations nationales du Sénégal visant à améliorer le cadre de vie et réduire l'impact du changement climatique. C'est historique. En 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront sur le continent africain. Le Sénégal, pays hôte de cet événement réservé aux jeunes de 15 à 18 ans, se prépare pour cette échéance. Une préparation qui passe notamment par la rénovation des infrastructures censées accueillir ce grand rendez-vous. Les explications de Aïssa Toubari. En 2026, l'Afrique accueillera pour la première fois un événement olympique puisque Dakar organisera la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Un défi que les autorités sénégalaises comptent bien relever. Une task force a été mise sur pied composée des équipes du CEO de Dakar 2026 ainsi que toutes les parties prenantes. Le processus de travail, comme vous l'avez dit, c'est en fait ce qu'on appelle la co-construction, qui est en fait une nouvelle trouvaille du CIO qui aujourd'hui accompagne tous les pays organisateurs, toutes les villes organisatrices des Jeux olympiques, que ce soit des Jeux olympiques de la jeunesse, que ce soit les Jeux olympiques d'été, que ce soit les Jeux olympiques d'hiver. Le CIO constitue en fait une équipe qui accompagne le comité d'organisation local. Donc depuis, je peux dire, janvier 2019, nous travaillons avec toutes les équipes du CIO. Les compétitions vont se dérouler dans 3 villes, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. La mobilisation de la jeunesse étant au cœur du projet de Dakar 2026, l'objectif est de lancer plusieurs projets éducatifs en prélude aux Jeux. Nous faisons tout pour aller. Notre premier objectif, c'est d'abord le sport à l'école. Et nous avons commencé ce programme, sport à l'école, sport comme moyen d'éducation. Nous l'avons fait, nous avons déjà pris 5 écoles pilotes, 4 de l'élémentaire et 1 en fait, du secondaire, pour vulgariser tout cela. Et je pense que les enfants comprennent qu'on peut faire du sport et en même temps faire les études. Les deux peuvent aller de pair. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Et c'est ça qui nous pousse souvent à organiser des manifestations de grande envergure pour le sport pour tous. Le financement du tournoi olympique sera assuré par le gouvernement et des partenaires privés. Le budget total devrait s'élever à 130 millions d'euros. Le lancement des travaux de réhabilitation des sites devant abriter les Jeux est prévu en 2022. Il s'agit notamment du stade Iba Mar Diop, le parc du Tour de l'Œuf, la piscine olympique et la caserne Samba Diéry Diallo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.